Il existe en France une catégorie d'hommes que le grand public ne voit presque jamais. Et pourtant, ils peuvent influencer les banques, les journaux et les émissions que vous regardez à la télévision. Ils ne sont pas élus, ils ne font pas campagne, ils ne passent pas leur journée sur les plateaux de télé. Et parfois même, ils prétendent peser sur l'avenir politique du pays. Mathieu Pigasse est l'un de ces hommes. Banquier d'affaires chez Lazard, ancien conseiller à Bercy auprès de Dominique Strauss-Kahn et de Laurent Fabius, actionnaire du journal Le Monde aux côtés de Pierre Berger et Xavier Niel, cofondateur du groupe audiovisuel Media One, aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs de programmes pour France Télévisions. Finance, médias, politique. Trois univers qui, en théorie, devraient rester séparés. Et pourtant, lorsque l'on commence à suivre le parcours de Mathieu Pigasse, on voit apparaître un fil conducteur étonnant. Les mêmes réseaux, les mêmes cercles, les mêmes lieux de pouvoir. Bercy, banque d'affaires, cercles influents, argent public. Et depuis peu, une nouvelle étape. Pigasse affirme lui-même vouloir peser sur l'élection présidentielle de 2027. Alors la question devient inévitable. Comment un seul homme peut-il se retrouver à la fois au cœur de l'appareil d'État, dans les salles de marché où se négocient les dettes souveraines, dans le capital des journaux influents et dans la production d'émissions du service public? Est-ce simplement le parcours brillant d'un haut fonctionnaire devenu banquier? Ou bien l'histoire d'un système plus vaste? Un système où finance, médias et politique finissent par se confondre. Parce que lorsque l'on déroule la pelote, on tombe sur une série de décisions, de réseaux et de coïncidences qui dessinent un paysage, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et tout commence à un endroit précis, Bercy. Mathieu Pigasse n'est pas un financier tombé du ciel. C'est un pur produit de l'appareil d'État français. Diplômé de Sciences Po, puis de l'ENA, il entre rapidement dans le cœur de la machine administrative. En février 1998, il rejoint le cabinet du ministre de l'économie Dominique Strauss-Kahn comme conseiller technique. 2 ans plus tard, en 2000, il devient directeur adjoint du cabinet de Laurent Fabius à Bercy. Le journal Le Monde le rappelle très clairement dans un article du 15 avril 2000. Pigasse fait alors partie des jeunes hauts fonctionnaires chargés de travailler sur les grandes réformes économiques du moment. Autrement dit, il ne traite pas des dossiers secondaires. Il est là où l'État gère les grandes entreprises, les milliards et les arbitrages sensibles. À cette époque, la France vit une transformation économique majeure. La gauche plurielle de Lionel Jospin accompagne plusieurs privatisations partielles, comme celle de France Télécom, introduite en bourse en 1997 malgré une forte opposition syndicale, ou encore celle d'Air France, dont l'ouverture du capital commence en 1999. Derrière ces décisions se trouvent les équipes de Bercy. Hauts fonctionnaires, conseillers techniques, directeurs de cabinet. Des réunions fermées, des notes confidentielles, des arbitrages budgétaires. Et des décisions qui concernent des centaines de milliers de salariés. Ce n'est pas le pouvoir visible, c'est le pouvoir administratif. Celui qui s'exerce dans les bureaux du ministère des Finances, loin des caméras. Mais ce passage au cœur de l'État offre à Pigasse quelque chose d'inestimable. Un réseau. Ministre, directeur de cabinet, patron d'entreprise publique, banquier. Parce qu'au fil des réunions à huis clos, des arbitrages budgétaires et des coups de téléphone entre initiés, ce réseau devient un véritable carnet d'adresses. Et ce carnet d'adresses va bientôt changer de valeur. Parce qu'au début des années 2000, Mathieu Pigasse quitte la fonction publique. Et il entre dans un univers où ces réseaux se monnaient à des niveaux vertigineux. Une banque d'affaires vieille de plus d'1 siècle. Lazard. En 2002, Mathieu Pigasse entre chez Lazard. Ce n'est pas une banque comme les autres. C'est une banque d'affaires. Elle ne gère pas des comptes courants. Elle intervient là où se jouent les fusions, les acquisitions, les restructurations et les crises. Très vite, Pigasse s'y spécialise dans un domaine particulier, le conseil aux États surendettés.
Reuters expliquera plus tard que le banquier a su utiliser les contacts accumulés à Bercy pour piloter plusieurs opérations financières majeures. Par exemple, la création de Natixis ou certaines grandes opérations de restructuration industrielle. Mais c'est surtout lors de la crise de la dette grecque que son rôle devient visible. Et là, tout bascule vraiment. Pigasse n'est alors plus simplement un ancien technocrate de Bercy. Il est devenu un banquier capable de discuter directement avec les gouvernements. Un homme qui navigue entre les ministres, les créanciers internationaux et les marchés financiers. Un univers où les décisions se chiffrent en centaines de milliards d'euros. Et lorsque la crise financière frappe l'Europe à la fin des années 2000, ce type de profil devient extrêmement recherché. Car un pays entier va bientôt se retrouver au bord de l'effondrement. Un pays dont la dette menace de faire exploser toute la zone euro. La Grèce. Au début des années 2010, l'État grec est au bord de la faillite. L'Europe impose des plans d'austérité massifs et Lazare devient l'un des conseillers du gouvernement grec. Et ce qui va se passer est colossal. L'une des plus grandes opérations financières de l'histoire contemporaine. En 2012, un accord est négocié avec les créanciers du pays. 206 milliards. La plus grande restructuration de dette souveraine jamais réalisée. Les créanciers acceptent une décote pouvant atteindre 75%. Pour ce travail, Lazare perçoit des honoraires pouvant atteindre 25 millions d'euros selon Reuters. Pendant ce temps-là, en Grèce, les conséquences sont immédiates. Les retraites sont amputées, les salaires baissent, les hôpitaux manquent de moyens. C'est toute l'ambiguïté de la finance de crise. Les décisions sont présentées comme techniques, mais leurs conséquences sont profondément politiques. C'est dans cet univers que Mathieu Pigasse gravit les échelons. Il devient le CEO de Lazare France, l'équivalent du président-directeur général, et responsable mondial du Conseil aux États. Un poste qui lui donne accès à un cercle extrêmement restreint. Celui des banquiers qui discutent directement avec les gouvernements. Mais à ce stade de l'histoire, Pigasse comprend quelque chose. La finance donne de l'influence, mais elle ne donne pas encore le contrôle du récit. Et pour peser durablement sur la vie politique, il faut une autre arme. Une arme bien plus puissante. C'est à ce moment-là qu'il comprend quelque chose d'essentiel. La crise grecque vient de lui rappeler une vérité simple. Les décisions économiques qui semblent techniques sont en réalité profondément politiques. Elles décident qui paye. Les contribuables, les salariés, les retraités. Et pendant que ces décisions se prennent, un autre phénomène apparaît. Mathieu Pigasse comprend qu'il existe un levier encore plus puissant que la finance. Un levier capable de façonner la manière dont ces décisions sont perçues. Un levier capable d'influencer le débat public. Les médias. Et cette intuition ne va pas rester théorique très longtemps, car en 2010, un trio inattendu rachète le groupe Le Monde. Le banquier Mathieu Pigasse, le fondateur de Free Xavier Niel et l'homme d'affaires Pierre Berger. L'opération fait grand bruit. Car Le Monde n'est pas un journal comme les autres. C'est l'un des quotidiens les plus influents du pays. Celui que lisent les hauts fonctionnaires, les ministres, les dirigeants économiques. Autrement dit, le journal qui parle aux élites françaises. Dans les coulisses de cette bataille pour le contrôle du journal, certains témoignages évoquent déjà la présence d'un jeune banquier de chez Rothschild. Emmanuel Macron. À l'époque, il n'est encore qu'un technocrate prometteur, mais il gravite déjà dans ce même univers où se croisent finance, médias et pouvoir. La boucle commence à se dessiner. Mais Pigasse ne s'arrête pas là. Car contrôler un journal influent, ce n'est pas seulement posséder une entreprise. C'est participer à la fabrication du récit public. Décider quels sujets deviennent centraux, quels débats dominent et quels autres disparaissent. Et quelques années plus tard, Pigasse va pousser cette logique encore plus loin.
Cette fois, non plus dans la presse écrite, mais dans un domaine capable d'influencer des millions de spectateurs chaque soir, la télévision. Et c'est précisément à ce moment-là que son parcours prend une nouvelle direction. Une direction qui va le conduire au cœur de l'industrie audiovisuelle européenne. En 2015, Mathieu Pigasse lance un nouveau projet avec Xavier Niel et le producteur Pierre-Antoine Capton. Et cette fois, tout change. Son nom ? Media One. L'ambition est simple. Créer un groupe capable de produire massivement des contenus audiovisuels. La société est introduite en bourse l'année suivante et se lance immédiatement dans une stratégie de croissance très agressive. En quelques années, Media One rachète des dizaines de sociétés de production. Studios de fiction, producteurs de documentaires, sociétés spécialisées dans les émissions de flux. Selon plusieurs rapports parlementaires récents, le groupe contrôle aujourd'hui plus d'une 50aine de sociétés de production en France et en Europe. La structure de gouvernance reflète l'alliance entre ses fondateurs. La holding Media One Alliance est contrôlée par Mathieu Pigasse, Xavier Niel et Pierre-Antoine Capton, qui détiennent des droits de vote permettant de piloter les grandes décisions du groupe. Mais derrière ce noyau de fondateurs apparaît aussi un acteur financier de poids. KKR, géant américain du capital investissement, partenaire financier de l'opération. En clair, la gouvernance reste entre les mains des fondateurs. Mais la structure financière s'appuie aussi sur l'un des fonds d'investissement les plus puissants de la planète. Toute l'expérience accumulée par Mathieu Pigasse, Sciences Po, l'ENA, Bercy, puis Lazare, se met ici au service de son nouveau projet. Le résultat est spectaculaire. En quelques années, Media One devient une véritable machine à irriguer l'audiovisuel public et, par ricochet, à façonner l'imaginaire de millions de téléspectateurs. Le groupe devient rapidement le premier fournisseur de programmes de France Télévisions et produit une part très importante des contenus diffusés par le service public audiovisuel. Le groupe de Mathieu Pigasse est aujourd'hui valorisé à plus d'1 milliard d'euros et une part significative de son activité repose sur des commandes financées par l'argent public. C'est là que le mécanisme devient intéressant et intrigant. Parce que derrière le contrôle exercé par ses fondateurs, se trouve aussi le partenaire financier international KKR. Et la valeur créée par ces programmes, financés par l'audiovisuel public et donc l'argent des contribuables français, peut, indirectement, remonter vers des intérêts financiers qui soutiennent le groupe. En l'occurrence, des intérêts américains. Rien d'illégal. Mais un système qui illustre parfaitement la manière dont argent public, industrie culturelle et finances globales peuvent aujourd'hui se retrouver étroitement imbriqués. Car lorsque l'on produit une part significative des programmes diffusés par le service public, on ne fabrique plus seulement du divertissement. On participe aussi à façonner le paysage médiatique du pays. Et lorsque l'un des architectes de ce système affirme vouloir peser sur la politique française, la frontière entre production, influence et pouvoir devient soudain beaucoup plus floue. Et cette question va surgir de manière très concrète en 2025. Le 11 septembre 2025, Mathieu Pigasse est invité dans l'émission L'événement sur France 2, présentée par Caroline Roux. Sur le plateau, il est présenté comme chef d'entreprise et banquier. Mais un détail ne passe pas inaperçu. Mathieu Pigasse est aussi producteur audiovisuel. Et Caroline Roux ne peut pas l'ignorer. Non seulement parce qu'elle travaille à France Télévisions depuis 9 ans à l'époque, où elle anime plusieurs émissions politiques de premier plan, mais aussi parce que dans cet univers très structuré de la télé, producteurs, journalistes et direction de chaîne se croisent régulièrement. Encore plus accablant et significatif, Caroline Roux est aussi présentatrice de C'est dans l'air, une émission produite par Lagardère Studio, société aujourd'hui intégrée au groupe Media One, le groupe cofondé par Mathieu Pigasse.
Dans ces conditions, une question se pose. Comment un élément aussi central du parcours de l'invité a-t-il pu disparaître de sa présentation ? Difficile de croire à un simple oubli. Car la différence n'est pas anodine. Présenter Mathieu Pigasse comme un banquier et chef d'entreprise n'a pas la même portée symbolique que de rappeler qu'il est aussi producteur majeur du service public de l'audiovisuel. Cet oubli, fortuit ou non, ne restera pas sans conséquence. Quelques mois plus tard, l'épisode attire l'attention du régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom. Le 5 janvier 2026, l'autorité publie sa décision. Elle estime que la présentation de l'invité n'a pas donné aux téléspectateurs toutes les informations nécessaires pour comprendre le contexte de son intervention. Autrement dit, le public n'a pas reçu toutes les clés pour savoir qui parlait et d'où il parlait. Mais vous l'aurez compris, cette décision reste largement symbolique. Elle ne donnera lieu ni à une amende, ni à une suspension, ni à un licenciement. Mais lorsque l'on replace cet épisode dans l'ensemble du parcours que nous venons de retracer, l'histoire prend une toute autre dimension. Car ce que l'on voit apparaître, peu à peu, c'est un enchaînement troublant. Un haut fonctionnaire passé par Bercy, devenu banquier chez Lazare, au cœur de la finance internationale, puis actionnaire d'un grand journal national, puis cofondateur d'un groupe devenu premier fournisseur de programmes du service public audiovisuel. Et désormais invité sur le plateau de ce même service public, sans que ce rôle soit clairement présenté aux téléspectateurs. Pris isolément, chacun de ces éléments pourrait sembler banal. Mais mis bout à bout, il dessine un tableau beaucoup plus troublant. Et c'est précisément ce type de questions qui commence à attirer l'attention de certains responsables politiques. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Simple coïncidence ou symptôme d'un système plus profond ? Car au Palais Bourbon, certains députés commencent à se demander si ce que vous venez de voir n'est pas le symptôme d'un problème beaucoup plus large. Le 28 octobre 2025, l'Assemblée nationale crée une commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public, à l'initiative du groupe UDR d'Éric Ciotti. La commission est présidée par le député Jérémy Patrier-Leitus, du groupe Horizon. Son rapporteur est le député Charles Aloncle, du groupe UDR, qui va rapidement se faire connaître pour ses auditions particulièrement offensives. L'objectif affiché est clair. Examiner le fonctionnement d'un secteur financé par plus de 4 milliards d'argent public par an et comprendre les relations entre l'audiovisuel public et les grands producteurs privés. Au fil des semaines, la commission auditionne une longue liste de dirigeants et de journalistes. La présidente de France Télévisions, celle de Radio France, plusieurs animateurs vedettes et de nombreux responsables du secteur. Le groupe Media One fait lui aussi partie des structures examinées. Sa direction administrative est auditionnée à l'Assemblée nationale. Mais plusieurs observateurs remarquent rapidement certaines absences. Ni Mathieu Pigasse, ni Xavier Niel, cofondateur du groupe, ne viennent répondre directement aux questions des députés. Une situation qui surprend, alors même que la commission d'enquête dispose théoriquement du pouvoir de contraindre les personnes convoquées à comparaître. Malgré ces zones d'ombre, les auditions se poursuivent. Et très vite, le ton monte. Les échanges deviennent plus tendus, les questions plus directes, les réponses parfois plus évasives. Car derrière ces auditions, une interrogation beaucoup plus large commence à émerger. Les députés cherchent à comprendre comment fonctionne réellement cet univers. Ils s'interrogent notamment sur la dépendance de certaines émissions à des producteurs privés, les circuits financiers entre sociétés et production et holdings, et la place prise par certains groupes dans la fabrication de contenu. Peu à peu, le débat se simplifie. Et la question devient presque brutale. Où finit la production audiovisuelle et où commence l'influence ? Car produire une part importante des programmes du service public ne signifie pas seulement fabriquer du contenu.
Cela signifie aussi participer, d'une certaine manière, à structurer l'espace médiatique du pays. Et lorsque l'un des architectes de ce système affirme vouloir peser sur la vie politique française, la question cesse d'être simplement économique. Elle devient pleinement politique. Car à partir de ce moment-là, l'affaire ne concerne plus seulement une émission, ni même une entreprise. Elle pose une question beaucoup plus large. Qui influence réellement le débat public dans une démocratie moderne ? Et c'est précisément cette question qui va nous ramener au parcours de Mathieu Pigasse lui-même. Car cette histoire n'est peut-être qu'un exemple parmi d'autres. Et c'est précisément ce type de réseau d'influence que nous allons continuer à analyser sur cette chaîne. Mathieu Pigasse n'est ni un politicien élu, ni un simple banquier, ni seulement un producteur. Son parcours traverse Bercy, Lazare, Le Monde et Media One. Autrement dit, l'État, la finance, les médias et désormais le débat politique lui-même. Pris séparément, chacun de ces rôles pourrait sembler banal. Mais lorsqu'il se retrouve concentré dans une seule trajectoire, la question devient forcément politique. C'est d'ailleurs précisément pour cela qu'une commission d'enquête parlementaire se penche aujourd'hui sur cela. Ces travaux diront peut-être si cet écosystème fonctionne normalement, ou si certaines proximités entre producteurs, médias et pouvoir méritent d'être éclaircies. Peut-être que cette commission d'enquête apportera des réponses, ou peut-être qu'elle révélera une question que la France n'a jamais vraiment voulu voir. Car au fond, la question n'est peut-être pas seulement celle de Mathieu Pigasse. La question concerne le fonctionnement même du débat public dans une démocratie moderne. Qui façonne réellement le récit collectif ? Les responsables élus ? Les journalistes ? Ou les acteurs économiques qui financent les structures où tout cela se joue ? Et une autre question commence déjà à apparaître. Mathieu Pigasse affirme désormais vouloir peser sur la vie politique française. Peut-être même sur l'élection présidentielle de 2027. Alors la suite de cette histoire dépendra aussi de ce qui va se passer maintenant. Les travaux de la commission d'enquête, les décisions politiques qui suivront et la manière dont l'opinion publique s'emparera de ces questions. Mais une chose est certaine. Lorsque les frontières entre finance, médias et politique deviennent aussi poreuses, le débat ne concerne plus seulement les institutions. Il concerne les citoyens eux-mêmes. Alors dites-moi en commentaire, pensez-vous que cette commission d'enquête pourra réellement changer les choses, ou bien que ce système continuera exactement comme avant ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à vous abonner si ça vous a plu. À bientôt.